Bonjour à tous. Donc voilà, mon nom c'est Geoffroy Knipping et je travaille dans le département environnement de BFIMO. Et on m'a demandé de vous parler du projet ZIN, qui est, à notre sens en tout cas, un projet assez ambitieux en matière d'économie circulaire. Alors juste en deux mots, qui est BFIMO pour ceux qui ne savent pas? Donc BFIMO, c'est une société immobilière réglementée qui est spécialisée dans les immeubles de bureaux, les centres de réunion, les lieux de coworking, et avec des immeubles situés à Bruxelles, dans les principales villes belges et au Grand-Duché de Luxembourg. Alors en 20 minutes, si c'est le temps qui me reste, c'est très court pour partager un aussi grand projet et toute la réflexion qu'il y a eu pour aboutir à ce projet-là. Donc tu peux tourner peut-être, enfin passer le slide, voilà. Donc je vais essayer d'aborder rapidement les aspects qui ont été intégrés en termes d'économie circulaire au niveau du projet, et puis aussi expliquer pourquoi et qu'est-ce qui a expliqué qu'on y arrive en fait, quelles ont été les motivations pour qu'on se lance dans un tel projet. Slide suivant. Alors peut-être pour commencer, rappeler le contexte de ce projet ZIN. Le projet ZIN, c'est un projet de redéveloppement des tours OETC 1 et 2 que vous connaissez probablement tous. Deux tours situées dans le quartier nord à Bruxelles, donc d'un quartier, comme on l'a dit tout à l'heure, essentiellement monofonctionnel, développé dans les années 70 pour en faire un grand quartier de bureaux, et qui aujourd'hui est en changement, en tout cas qu'on essaie de changer, et dans lequel BFIMO essaie de s'impliquer pour aussi passer de ce quartier monofonctionnel à quelque chose de plus multifonctionnel, en offrant différentes fonctions dans cet immeuble. Il faut aussi savoir que le projet a été développé dans le cadre d'un appel d'offres qui a été lancé par la VLAM Sauverade et qui décrivait certaines exigences en matière de circularité, et que je préciserai, que je présenterai un peu plus loin dans la présentation. Alors sur les slides suivantes, on va voir quelques photos du quartier, hein, pour juste remettre dans le contexte. Bah oui, on voit, c'est un quartier avec des immeubles de bureaux, des tours de bureaux. Ça, c'était le projet, le plan Manhattan dans les années 70. Donc le projet était de créer 8 tours comme celle des tours OETC 1, 2 et 3. Donc il n'y en a que 3 qui ont été construites finalement. La OETC 4 n'est pas encore sortie de terre, avec une autoroute urbaine et un socle pour la mobilité douce. Tout ça n'a pas été mis en œuvre. Il y a juste les 3 tours qui ont été réalisées. L'image suivante, c'est voilà, juste une image du quartier à l'époque, hein, donc c'est assez, ouais, peut-être un peu effrayant. Et puis une illustration sur le slide suivante, juste pour l'historique de comment est-ce qu'on avait imaginé le projet à l'époque. Slide suivant. Donc ce quartier est un quartier en transformation, comme je l'ai dit. Slide suivant, on voit que il y a notamment cette nouvelle passerelle qui va relier la gare du Nord au site de Tour et Taxi. Donc il y a pas mal d'immeubles qui sont aussi en travaux. Et la volonté a été pour BFIMO donc d'amener de la multifonctionnalité dans ce quartier, avec la rénovation, le redéveloppement des tours, en y apportant des espaces de bureaux pour destiner à la Vlaams Overheid, mais aussi un espace de coworking, un hôtel, des appartements, des espaces commerciaux, un rooftop, une serre. Donc voilà, différentes fonctions au sein d'un même bâtiment qui devrait normalement vivre alors 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et non plus seulement dans la semaine, pendant la journée. Slide suivant. Alors, quels ont été les concepts qui ont été pris en compte dans le cadre de ce projet? Je pense qu'il y a trois grands aspects et qui ont été déjà en fait cités dans la présentation précédente. Il y a l'aspect urban mining, l'aspect design for change et deconstruction, et le choix des matériaux. Euh, L'urban mining, c'est de voir comment est-ce que les immeubles peuvent être considérés comme des banques de matériaux. Le design for change, qui vise à concevoir des immeubles flexibles, adaptables, qui seraient pensés en vue d'un démantèlement futur. Et puis le choix des matériaux pour en limiter l'impact environnemental. Dans le cadre du projet ZIN, les objectifs qui ont été fixés sont assez ambitieux. Au niveau de l'urban mining, on vise à conserver, réemployer ou recycler 95% des matériaux des tours existantes. C'est-à-dire que seulement 5% partiront en décharge. Au niveau du Design for Change, il y a la conception de la structure ouverte, flexible,
qui a été pensé justement pour permettre cette flexibilité, et le concept ZER dont je vais parler, qui a été pensé pour permettre la multifonctionnalité. La façade elle-même a été aussi conçue pour permettre les différentes fonctions et les installations techniques aussi. Euh, Ensuite, il y a le choix des matériaux, qui est aussi avec un objectif ambitieux pour le projet ZIN, avec un objectif qui est fixé à 95%, 95% des matériaux neufs qui devraient être certifiés C2C ou équivalents, en tout cas pour la partie bureau, et pour les autres fonctions, ce sera la matrice de qualité de BFUMO qui sera appliquée. J'en toucherai un mot rapidement plus loin. Alors, au niveau de l'urban mining, euh, au début du projet, la réflexion, c'était, au tout début en tout cas, de faire tabula rasa et de faire un nouvel immeuble. Mais ça s'est vite, on s'est vite aperçu que ce n'était pas une bonne idée, et que la bonne idée était justement d'essayer de maximaliser le maintien du bâti existant. Et donc aujourd'hui, on maintient 65% du bâti existant pour le nouveau projet. Donc ça va éviter 180 000 tonnes de déchets environ, et donc des milliers de camions qui vont circuler, qui ne circuleront pas dans le quartier nord, et aussi 180 000 tonnes qui ne vont pas devoir être amenées à nouveau pour construire le nouvel immeuble. Il faut aussi noter que sur les parties démolies, le béton qui sera démoli, une partie va être concassée et réutilisée dans le nouveau béton. Donc on le voit sur l'image ici, il y a les deux tours OETC en 74. Après le démontage, on va démonter tous les planchers des tours et conserver les noyaux et conserver tous les sous-sols. Je pense que ce sera d'ailleurs assez intéressant à voir dans le quartier, juste les noyaux des tours qui resteront. Et puis on construit alors autour de ces noyaux un nouvel immeuble avec un volume capable central qui offre des surfaces de plateau avec une double hauteur, et puis autour des noyaux des planchers avec simple hauteur qui mixeront les fonctions de bureau, logement et hôtel. On le verra plus loin. Slide suivant. Comment est-ce que cette réflexion est venue pour le maintien du bâti existant, et puis aussi pour tout ce qui sera recyclé et réemployé? Comment est-ce qu'on a fixé les objectifs? Ça a été fait via la réalisation d'un inventaire. Donc, tous les matériaux présents dans l'immeuble ont été inventoriés. Donc, tous les éléments de déconstruction, on a déterminé leurs caractéristiques, on a fait des essais de démantèlement, réalisé des tests en laboratoire ou chez des fournisseurs. Et cet inventaire, en lien avec les fournisseurs des anciens matériaux qui étaient existants, avec d'autres acteurs, a permis de déterminer qu'est-ce qui serait recyclé, qu'est-ce qui serait réemployé et qu'est-ce qui serait conservé. Slide suivant. Et donc sur ce slide, c'est un résumé de ce qui est fait, c'est-à-dire sur les environ 290 000 tonnes, on n'a pas pesé l'immeuble, mais on a essayé d'estimer son poids via le poids de l'ensemble des composants. Sur ces 290 000 tonnes, 65% vont être conservés, c'est-à-dire les noyaux et certains autres éléments de construction comme des dalles. Une partie est partie pour le réemploi dans les filières réemploi hors du site. Ça, c'est une phase qui est terminée aujourd'hui. Vous aurez sur le slide suivant des images de ce qui a été fait. Donc, toute la partie curage est finie et ces éléments sont partis à la filière réemploi. 30% seront recyclés via les filières classiques ou de l'upcycling via les anciens, enfin, les fabricants des matériaux concernés. Et puis seulement un petit pourcentage qui sont essentiellement des déchets contaminés partiront en décharge. Slide suivant, on voit ces matériaux qui ont été mis sur le marché dans la filière de réemploi. Donc on est quand même à plus de 1000 tonnes de matériaux, c'est quand même pas rien. Et ça concerne des matériaux tels que l'isolation, des dalles de tapis, des cloisons de bois, des dalles Silipol, qui sont une sorte de granito, des dalles silex, des faux planchers, des panneaux bois multiplex et divers mobiliers sanitaires. Alors où sont partis ces différents composants? L'isolant est parti sur des projets d'école, sur des projets de studios de musique, dans un musée. C'est la même chose pour les cloisons bois qui ont été réutilisées de cette manière-là, mais aussi chez un fabricant de meubles. Les dalles de tapis, elles, ont été, pour les 1800 m² dont on parle, réutilisées dans un immeuble du quartier nord, et pour le reste ont été recyclées via le fabricant.
Les dalles silex sont, elles, réutilisées sur le site d'usine. Les faux planchers sont partis via un acteur spécialisé dans la réutilisation des faux planchers et un projet, ils seront mis en œuvre pour 2000 m² dans un projet à Paris à partir de décembre. Les panneaux de bois étaient réutilisés sous forme de meubles aujourd'hui par un bureau d'architecture. Et pour le reste se trouve chez Rotor, ainsi que les sanitaires et les mobiliers. Slide suivant. Alors, ça, c'était pour la partie, je dirais, inventaire et réemploi. On m'avait demandé aussi d'insister sur la partie plutôt design for change et sur le concept Zebra. Alors, comment a été pensée la structure de l'immeuble pour en faire un immeuble adaptable et flexible? La structure a été pensée comme une grille ouverte fixe avec des portées de 7,50 m sur 7,50 m, sans trémie verticale qui couperait ces plateaux, puisque toutes les techniques sont rassemblées au niveau des noyaux. Donc, ça permet d'avoir des plateaux libres, des plus grands plans libres qui sont évidemment faciles à aménager pour différentes fonctions. Ça a été fait en respectant les normes actuelles et les faisabilités techniques et budget. Et notamment, c'est ça qui explique le fait que les planchers n'ont pas pu être maintenus. C'est que les planchers existants ne permettaient pas justement d'avoir cette succession de fonctions qu'on verra dans le concept zèbre, de par des exigences en termes incendie, acoustique, etc. Ça ne permettait pas de dégager des hauteurs sous plafond suffisantes pour le nouveau projet. Donc, les planchers actuels ont commencé d'ailleurs à être démolis. Voilà. Slide suivant. Alors, dans ce slide, on voit justement ce fameux concept zèbre. Pourquoi un concept zèbre? Qu'est-ce que c'est que ce concept zèbre? En fait, c'est la solution logique qui arrive pour le projet tel qu'il a été créé, c'est-à-dire avec un volume capable au milieu avec des doubles hauteurs, et puis autour des noyaux, comme je le disais, une mixité de fonctions avec un étage sur deux, soit du bureau, soit du logement du côté du parc Maximilien et des hôtels du côté gare du Nord. C'est ça qu'on appelle le concept ZEB, c'est une hybridation de fonctions avec des circulations séparées qui vont activer l'ensemble du quartier. Et il n'y a plus une entrée principale d'un côté du bâtiment, mais bien une activation de tout le quartier. Et on peut passer au slide suivant, sur lesquels on voit justement ces plateaux. Donc, on a les plateaux de bureaux, que je disais, donc, qui sont des plateaux de bureaux de 4000 m² qui seront complètement dégagés, juste avec les noyaux centraux qui sont là où seront rassemblées les techniques. Et pour les étages d'appartements et d'hôtels, alors là, c'est des étages simple hauteur, un étage sur deux, tel qu'on voit sur l'image de droite. Slide suivant. Alors ça, c'est une représentation de ce que ce sera. Donc au milieu, on a le volume capable. On voit les colonnes qui sont là au milieu, mais sinon, c'est un espace dégagé. Et puis les étages en simple hauteur sur les côtés où seront les hôtels ou les logements et les étages de bureaux également. Slide suivant. Donc ce concept zèbre permet la flexibilité, l'adaptabilité, en fait surtout l'adaptabilité en termes de changement de fonction. Si on voit l'image du milieu, c'est le plan tel qu'il est prévu aujourd'hui, mais sur l'image de droite, on pourrait voir qu'on pourrait diminuer la quantité, sur l'image de gauche, on peut voir qu'on diminuerait la quantité, par exemple, de bureaux, ou sur l'image de droite, on pourrait augmenter les surfaces de bureaux. Et ça, c'est rendu possible parce que la structure et la façade et les techniques le permettent. C'est-à-dire que la structure, on l'a vu, elle est créée pour, la façade sera designée pour accueillir ces différentes fonctions, c'est-à-dire que d'un point de vue casco, on a quelque chose qui est neutre par rapport à la fonction, et en termes de technique, l'ensemble des techniques seront déjà distribuées sur l'ensemble de l'immeuble pour permettre ces évolutions futures. Voilà. En termes de choix des matériaux, maintenant, là aussi, on a un objectif ambitieux qui est d'avoir 95% des matériaux qui seront C2C ou équivalents. Juste en deux mots, la certification C2C, c'est une certification environnementale des matériaux qui porte notamment sur les aspects sanitaires des matériaux, sur le contenu recyclé, l'usage des énergies renouvelables, sur la possibilité de recyclage, etc. Donc, c'est une certification assez exigeante. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Dans le process de conception,
il y a toute une réflexion qui a été menée pour voir quel type de matériaux existait sur le marché, voir s'ils pouvaient répondre aux attentes de notre équipe de conception, et lorsqu'il n'y avait pas de matériaux, d'aller voir s'il y avait des alternatives existantes, et aussi d'aller challenger les fournisseurs et les fabricants pour les inviter à se lancer en fait dans la certification, ce qui a fonctionné déjà pour certains fabricants qui n'ont pas attendu, qui se sont lancés dans la démarche euh, de certification. Tous les produits qui ont été sélectionnés dans la phase de conception ont fait l'objet de fiches pour déterminer justement ces aspects santé, recyclage, démontabilité. Alors en termes de matériaux qui seront certifiés, on a notamment le béton C2C. Il faut savoir que c'est quelque chose qui n'existe pas en Belgique. Il y a une centrale à béton qui est certifiée en Allemagne. Au niveau du vitrage, des profilés aluminium, aussi au niveau des faux planchers, des cloisons, des revêtements de sol, du plâtre qui s'est utilisé dans la construction. Tous ces composants seront certifiés. On a aussi des exigences complémentaires qui sont au niveau du bois, par exemple, le fait que le bois soit certifié FSC ou PEFC, que les matériaux de finition présentent des émissions faibles ou nulles de COV, et l'immeuble sera aussi PVC free. Voilà, ça c'est les exigences au niveau des matériaux qui sont aussi un point important. Alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui explique qu'on a pu en arriver là? Ben, il y a d'une phase, le process, d'un côté, il y a le process dans lequel est BFIMO depuis de nombreuses années, une réflexion continue pour essayer de limiter l'impact environnemental de son activité, qui s'est ces dernières années centré sur les SDGs, donc les objectifs de développement durable de l'ONU, qui ont été analysés en détail et qui ont abouti à la création de 6 axes stratégiques qui sont maintenant appliqués à tous les projets de BFIMO via une matrice qualité qui regroupe ça en termes d'exigences et donc qui va notamment imposer la réalisation d'inventaires avant de rénover un immeuble ou des surfaces de bureaux, mais aussi en termes de qualité des matériaux, qu'ils soient certifiés, labellisés, ou qu'on aille envisager le réemploi. Ça explique un petit peu que en fait, BFIMO était prêt à se lancer dans un tel projet, puisqu'il avait ces axes stratégiques qui étaient en cours de développement, ces axes stratégiques qu'on voit ici, qui sont le monde du travail, d'être exemplaire, de faire attention à l'utilisation des ressources, d'entamer le dialogue avec les différentes parties prenantes, comme on l'a fait ici sur le projet ZIN, avec les fournisseurs, avec les différents acteurs, en termes de mobilité et d'intégration dans la ville. Ça, c'est vraiment les axes sur lesquels on veut redévelopper les nouveaux projets. Ça, c'est une chose. Slide suivant. Mais évidemment, il fallait peut-être qu'il y ait une motivation supplémentaire pour se lancer dans le projet tel que le projet ZIN. Et cette motivation complémentaire est venue via l'appel d'offres de la VLAM Sovereign, dont je vais toucher un mot maintenant et qui sera aussi abordé plus en détail par Helmut Four de la VLAM Sovereign cet après-midi. Alors, cet appel d'offres, il était réalisé en 2 phases. Une première phase était la sélection des candidats. Et déjà, dans cette phase, il était mentionné que le projet qu'attendait la VLAM Sovereign pour ces immeubles de bureaux, ces surfaces de bureaux, devait être circulaire. On le voit ici, j'ai repris un extrait du texte. Il fallait une conception circulaire, montrer qu'on allait pouvoir porter une attention particulière sur les déchets, apporter des matériaux sains, une conception orientée vers le changement, etc. Ça, c'était au niveau de la sélection des candidats, la première phase. Donc, on s'est déjà, à ce moment-là, rendu compte qu'il fallait vraiment aller dans ce sens-là. Et donc, l'équipe projet a été conçue, a été rassemblée dans cette optique-là. L'idée étant, pour la VLAM Sovereign, de fournir un immeuble, enfin, de fournir 70 000 m² de bureaux avec un bail de 18 ans, et donc centré sur cette volonté d'intégrer les principes de l'économie circulaire. Ensuite est arrivé le cahier des charges. Ce cahier des charges proposait des exigences minimales, les exigences auxquelles on devait répondre pour ce marché, qui intégrait les surfaces disponibles, les 70 000 m², l'accessibilité, d'être près d'une gare, c'est le cas d'Usine, qui est près de la gare du Nord, et aussi de répondre à des critères de durabilité qui sont ceux qui sont repris dans le GROS, le référentiel de durabilité de la région flamande, qui sont déjà des critères exigeants. Ça, c'était, je dirais, la base du marché. Après, pour se distinguer, il y avait les exigences de performance.
qu'on va aussi aborder après. Alors, slide suivant. Ça, c'était au niveau des exigences de performance, il y avait une note de vision qui reprenait aussi ce qu'il y avait au départ au niveau de la sélection. J'ai repris juste ici quelques mots-clés qui apparaissaient dans cette note et qui montrent que l'intention de la région flamande était vraiment d'avoir un immeuble circulaire, donc mixte, avec une utilisation des matériaux raisonnés, des matériaux certifiés, l'adaptabilité technique, un bâtiment zéro waste, c'était tous des points d'attention qu'il fallait défendre dans le cadre du projet. Slide suivant. Euh, Ensuite, il y a tous ces mots-clés qui étaient repris dans la note de vision ont été précisés dans les exigences techniques même. Slide suivant. Voilà. Alors, comment est-ce que ça se matérialisait, je dirais, comment est-ce qu'étaient précisées ces exigences? La Vlaam Sovereign imposait dans son cahier des charges que l'outil totem soit appliqué au projet. L'outil totem, c'est un outil développé par les 3 régions et pour analyser l'impact environnemental des matériaux qui rentrent dans la conception du projet. Ça, c'était une chose. Ensuite, slide suivant, il était demandé de réaliser un inventaire in situ, dont je montre ici un extrait. Donc, ça, c'était le template qui était dans le cahier des charges, qui devait être complété pour l'ensemble de l'immeuble. Donc, l'ensemble des tours OETC ont été reprises sous cette forme, élément par élément, en estimant le poids de chacun des éléments, leur état, et de voir qu'est-ce qu'on allait en faire. Est-ce qu'on allait le maintenir? Est-ce qu'on allait pouvoir le réemployer sur site ou le proposer pour le réemploi dans des filières spécialisées? Ou est-ce qu'il allait être recyclé, upcyclé, ou éventuellement est-ce qu'il n'allait pas être possible de faire autre chose que de le mettre en décharge? Ça, c'était au niveau de l'inventaire matériaux, qui a permis donc d'arriver aux objectifs en termes de maintien, de réemploi, etc. Ensuite, il y avait une exigence de passeport matériaux. Alors ça, c'était de développer un passeport matériaux pour tous les matériaux qui allaient être amenés dans le nouveau projet. Et donc, pour tous ces matériaux, tous ces éléments, il fallait préciser la source, voir si c'était du réemploi, etc. Ensuite, les niveaux de certification. Donc, la Vlaam Sovereign demandait de préciser au niveau de la certification quels aspects étaient pris en compte. Donc, il y avait 4 aspects qui étaient identifiés. C'était au niveau de la santé, du contenu recyclé, au niveau de la recyclabilité et aussi d'autres aspects qui pourraient être énergie ou éthique, etc. Et aussi de savoir quel était le niveau de certificat. Tout ça donnait en fait au final un score qui a permis à la Vlaam Sovereign de juger les différents projets. Slide suivant. À côté de la certification, il y avait également les aspects santé et donc les émissions de COV pour lesquelles on devait dire si on allait être plus exigeant que ce que l'était la réglementation. Et ensuite, préciser l'attention qui avait été portée en termes de démontage en vue d'une réutilisation future de ces différents éléments. À côté de ça, la Vlaam Sovereign impose aussi, et ça c'est quelque chose qui sera réalisé en phase d'exécution, donc qui n'a pas encore été mis en œuvre, elle nous demande de remplir un Bill of Materials qui est en fait pour l'ensemble des éléments qui sont repris dans le passeport matériaux, nous devons lister les composants de ces éléments. Donc, si on prend un élément qui a un complexe de toiture, on va devoir lister l'isolant, l'étanchéité, etc. De manière détaillée, c'est-à-dire quel est le type d'isolant, qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans cet isolant, est-ce qu'il y a du contenu recyclé, est-ce qu'il est recyclable, quel est le fournisseur de ce matériau. Donc, ça doit être fait pour tous les composants qui interviendront dans l'immeuble. Et ces deux outils, je dirais, le passeport matériaux et le Bill of Materials, seront liés au modèle BIM. Alors, ça, c'était les exigences qui nous imposaient. Ensuite, ces exigences, elles étaient jugées au niveau des critères d'attribution. D'abord au niveau de la qualité architecturale, où la flexibilité du programme qui était défini allait être jugée sur base de la note descriptive, des plans, des coupes, les maquettes, les illustrations, les descriptions techniques. Et ensuite, au niveau de l'approche circulaire des matériaux, donc la certification C2C, les matériaux sains, la démontabilité et le deuxième cycle de vie après démontage, qui allait être jugé sur base d'une note décrivant la circularité des matériaux et aussi sur base du passeport matériaux
qui a dû être proposé avec l'offre. Juste pour en finir, donc oui, ces critères d'attribution, donc donner simplement des points pour ces aspects-là dans le cadre du marché euh, que nous avons finalement remporté. Voilà, c'est donc la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour votre écoute et je peux répondre à l'une ou l'autre question si vous le souhaitez.